Chers élèves, ravi de vous voir encore une fois, j'espère que vous allez très bien. La thématique que je vous propose aujourd'hui, c'est la thématique de l'enseignement traditionnel OMSID, une thématique très intéressante parce que Ahmed Sfreoui a mentionné comment était l'enseignement traditionnel du Maroc des années 20. Donc l'activité proposée, c'est une activité d'étude de texte, bien sûr, dans le support, la boîte à merveilles. Vous allez chercher dans le chapitre 2, et l'extrait que je vous propose, c'est le mardi jusqu'à la rue, page 20 à 21. À la fin de cette séance, vous allez être capable de repérer l'effet produit par la double énonciation dans l'évocation d'un souvenir. Seulement, comme un petit rappel, vous avez vu déjà une activité de langue sur la double énonciation. Donc, vous allez essayer de mettre en œuvre tout ce que vous avez appris en lisant ce texte-là. Et vous allez voir comment la double énonciation va nous aider à comprendre ce changement de voix et de phonie à l'intérieur du texte. Donc, je vous propose, chers élèves, le texte suivant. Suivez, s'il vous plaît. Le mardi, jour néfaste pour les élèves du MSID, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Il faisait froid. Ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Des femmes échevelées menaçaient de me crever les yeux, m'envoyaient au visage les pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais. Une main, combien douce, se posa sur mon front. Le matin, je me rendais au MSID selon mon habitude. Le frère avait son regard de tous les mardis. Ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Je décrochais ma planchette et me mis à un nom qui était écrit où il était écrit. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cogne-acier. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. À l'heure du déjeuner, le maître me fit signe de partir. J'accrochais ma planchette, j'enfilais mes babouches qui m'attendaient à la porte du MSID et je traversais la rue. Donc vous voyez que le texte que je vous ai choisi est un texte, c'est le début du chapitre 2, bien sûr. Vous allez y trouver quelques mots difficiles, comme par exemple le mot néfaste, par exemple. Donc le mot néfaste, c'est le mot qui signifie la tristesse ou bien quelqu'un qui est un événement morne, un jour morne. Le mot cendre, bien sûr, lors d'une combustion, ce qui reste de cette combustion, c'est la cendre, c'est une matière grise qui reste après une combustion. Le mot annonné veut dire, c'est répété d'une manière répétitive. Alors que l'hostilité veut dire la violence, la violence et la dureté du monde. Donc l'hostilité, c'est hostile, quelqu'un qui fait de la violence. Cogne-acier, bien sûr, c'est l'arbre qui nous donne du coin. Donc c'est très connu dans l'art culinaire marocain. Donc vous pouvez aussi faire une deuxième lecture pour bien comprendre le texte. Passons à la première partie de la leçon, à savoir l'identification du passage. Nous allons essayer de situer l'extrait. Donc, la première question que je vous propose, qui est le personnage principal? Donc, si vous avez bien compris le texte, vous allez voir que le personnage principal, c'est Sidi Mohamed. D'accord? Quel âge a-t-il? Bien sûr, dans le texte, vous avez déjà vu dans le chapitre 1 que le petit enfant a 6 ans. À quoi a-t-il le penchant? Donc, je viens de vous aider et de répondre à cette question. Le penchant, c'est quelqu'un qui a une passion à quelque chose. Donc, Sidi Mohamed, depuis son bas âge, il aime le rêve, il aime tout ce qui est onirique, tout ce qui est merveilleux.
Où habite-t-il? Bien sûr, dans le chapitre 1, chers élèves, vous avez étudié et lu aussi la description de la maison de la voyante. Donc, Sidi Mohamed, à savoir le narrateur principal, est un personnage qui habite dans la maison de la voyante. Quels sont les locataires principaux de ce lieu? Donc, vous savez, chers élèves, que la maison de la voyante se compose de 2 étages et un rez-de-chaussée. Dans le rez-de-chaussée, on a la locataire principale, à savoir Kenza, la voyante. Et dans le premier étage, on a la famille de Rahma, Idriss Laouad, avec leur fille Sineb. Et le deuxième étage, on a 2 locataires vis-à-vis, à savoir Fatma al-Bziwiya et le jardinier. Et dans l'autre partie de la maison du personnage principal, qui se compose de Lalla Zoubida, qui est la mère du narrateur, et Ma'alem Abslan, qui est son père, et bien sûr notre narrateur. Donc la disposition de la maison de la voyante, c'est sous forme d'un cercle, ce qui permet au narrateur de voir le fond, à savoir le patio de la maison, où il y a le puits, et de voir ce qui se passe dans ce monde féminin et de le décrire et le dépeindre d'une manière fidèle. Donc c'est un regard d'un enfant sur un monde féminin. Passons maintenant à la deuxième partie, à savoir la situation de passage. Donc il faut savoir une progression narrative et qu'il y a un ensemble d'événements qui peuvent avoir lieu et vous êtes censé chercher l'événement le plus proche. Donc, je vous donne ce schéma pour vous dire que la situation de passage peut avoir plusieurs façons. Seulement, il faut choisir l'événement le plus proche de l'extrait. Alors, vous avez vu dans le chapitre 1 que on a vu au début la présentation de la maison de la voyante et aussi la veillée des Gnawa. Le narrateur nous a raconté comment était la veillée de Gnawa. Ça veut dire il a vu des femmes qui dansaient, qui gesticulaient, mais il avait peur, donc c'était un événement très très dur. Après, il nous a raconté son souvenir sur le bain mort, donc c'était un événement aussi très très intéressant, pour finir dans le chapitre 1 par la querelle entre Lalla Zoubida et Rahma. Donc, vous avez le choix, chers élèves, de choisir l'événement le plus proche pour situer votre passage. Donc, soit vous allez le situer par rapport à la querelle, ou bien par rapport au bain, ou bien par rapport à la veillée des Gnawa, ou bien sûr la présentation de la maison de la voyante. Donc, vous voyez que ces événements sont très importants et que à chaque fois que vous mentionnez un élément, vous allez situer le passage très très bien. Alors, on situe l'extrait. Donc, le passage se situe au début du chapitre 2. Il vient juste après la querelle de Lalla Zoubida avec sa voisine Rahma. Il s'agit dans cet extrait de l'évocation d'un souvenir triste, à savoir le jour de la récitation. Donc, comme vous avez vu que dans le texte, le narrateur nous parle d'un jour qui est très très important et qui a marqué sa vie. On passe maintenant à l'autre partie de la leçon. Caractéristiques du passage. Donc, vous allez essayer, je vais vous poser des questions et vous allez essayer d'essayer de chercher les réponses plausibles. Alors, qui est l'auteur du texte? C'est un petit rappel, bien sûr, vous avez vu déjà dans les travaux encadrés. L'auteur du texte, c'est Ahmed Sefraoui. Bien sûr, quelles sont les dates de naissance et de décès? Ahmed Sefraoui est né, oui, en 1915, très bien. Et la date de son décès, c'était en 2004. Très bien. Donc, la date de naissance est 1915 et la date de décès, c'est 2004. Alors, quel est le titre de l'œuvre? Bien sûr, vous avez trouvé la réponse, c'est La boîte à merveilles. Donc déjà, le mot la boîte à merveille, déjà, c'est une figure de style, c'est une hyperbole. Donc on va voir ça dans les leçons de langue. Quelle est la date de l'écriture? Bien sûr, si vous prenez votre œuvre, vous allez trouver dans le chapitre 12
la signature de notre narrateur, bien sûr l'auteur, c'était Fès 1952. Donc la date de l'écriture, c'est 1952. Qu'en est-il de la date de publication? Donc l'auteur, Ahmed Safraoui, a attendu 2 ans pour publier son texte, donc c'était précisément en 1954. Quel est le genre littéraire de ce passage? Ou bien, ce passage appartient, à quel genre appartient ce passage? Il appartient bien sûr au roman autobiographique. Donc c'est un roman autobiographique dans lequel on trouve un mélange entre une réalité et une fiction. Quel en est le type? Donc le texte qu'on vient de lire est un texte qui mélange entre la narration et la description. Donc c'est un texte, oui, c'est un texte narratif descriptif. Qui sont les personnages de cet extrait? Alors, si vous avez bien lu le texte, vous l'avez bien compris, on va trouver qu'il y a des personnages qui sont présents dans ce passage. Bien sûr, on a le narrateur qui raconte, et aussi on a le frère qui est la figure emblématique de l'enseignement traditionnel au Maroc, d'accord? Et aussi on a les élèves de Msid qui étaient présents dans ce passage. Qui parle? Donc, ici, je vous invite à chercher les indices de l'énonciation. Donc ici, qui parle, c'est le narrateur. On va voir les 2 types de narrateurs qui sont dans le texte. À qui? Donc, il parle, bien sûr, au lecteur. C'est un texte adressé au lecteur. De quoi? Oui, de quoi? D'un événement majeur, à savoir le jour de la récitation, un jour où le frère devient très très méchant, très sévère, devient une personne qui ne tolère pas les fautes et qui donne beaucoup de châtiments corporels aux élèves paresseux qui n'ont pas appris le Coran. Maintenant, on va passer à une autre étape de notre leçon, à savoir les hypothèses de lecture. Donc, chers élèves, qu'est-ce qui est important à étudier dans ce passage? Bien sûr, vous avez le droit de mettre des pistes de réflexion, des itinéraires, à condition que vous y trouviez des arguments pour les soutenir. Alors, ça veut dire à chaque fois que vous trouvez une piste de réflexion, vous devez chercher quels sont les indices de la forme et du fond pour voir et défendre ce choix. Donc, je vous propose, à titre d'exemple, donc il y a plusieurs lectures, il n'y a pas une seule lecture. Donc, je vous propose premièrement cet axe. La sévérité serait la caractéristique de l'enseignement traditionnel. Donc, vous voyez, chers élèves, que j'ai mis le verbe ici au conditionnel. Cela toujours met l'action d'une manière envisagée, d'accord, éventuelle. Deuxième axe, c'est le récit et le commentaire seraient 2 revers de la même pièce. Donc cela, vous voyez qu'à chaque fois qu'on apprend une leçon de langue, il faut la mettre en œuvre. C'est un élément d'analyse, c'est un élément de voir bien le texte et de l'analyser. Donc on va voir comment le récit et le commentaire mettent le texte dans un élément de réalité et d'un encadrement réaliste. Donc, vérifions ces 2 hypothèses de lecture. Donc, prenez vos œuvres, s'il vous plaît. Donc, je vais vous poser la question suivante. Par quelle indication temporelle le narrateur commence-t-il son texte? Donc, regardez bien. Donc, vous allez trouver, oui, la réponse. Il a commencé par le mot mardi. Alors, regardez bien le mot mardi. On sait que le mot mardi est un nom commun. Alors, comment le narrateur a écrit ce nom-là? Oui. Vous voyez qu'il a utilisé des lettres capitales, majuscules. Cela veut dire que, là, bien sûr, cela nous interroge à bien des égards, de dire pourquoi le narrateur a employé le mot mardi de cette manière. Donc, la réponse plausible qu'on peut dire, c'est que ce jour-là était un jour remarquable. C'était un jour qui est resté gravé dans sa mémoire. Donc, c'est un jour qui n'est pas comme les autres. Vous voyez ?
Alors, que représente le mardi pour les élèves du MSID? Donc, après la lecture du texte, vous avez vu que le mardi est le jour de, bien sûr, de la récitation. La récitation, les élèves doivent, le jour du mardi, réciter le texte qu'ils ont sur leur planchette. Pourquoi le narrateur associe-t-il les mardis à la couleur de son ombre? Donc ici, cela va vous inviter à mettre en corrélation l'événement, le souvenir avec le présent du narrateur. Donc déjà, on a deux revers, à savoir le passé et le présent. Donc comment un événement qui est ancré dans le fort intérieur du narrateur influence son présent. Donc, le narrateur, bien sûr, ici, il nous dit qu'il a une couleur de son le mardi. Cela veut dire bien tout simplement qu'il n'aime pas ce jour-là, il a comme une certaine appréhension parce qu'il a déjà dans sa mémoire un très mauvais souvenir sur ce jour-là. La question suivante, comment était le sommeil de l'enfant? Donc si vous avez bien compris le premier paragraphe, vous avez vu que l'enfant n'a pas pu dormir bien. Il a vu des visions cauchemardesques, des femmes échevelées qui voulaient le jeter. Donc cela montre que l'enfant réfléchissait, pensait à ce jour-là, le mardi. Donc bien sûr, son sommeil était perturbé, donc saccadé. Cela montre qu'il y a une peur du châtiment ou bien de rater la récitation devant son maître. Qui a apaisé sa souffrance. Donc vous avez vu que la maman qui était à côté de son enfant a touché son enfant parce qu'il était sensible. Même le sommeil de la maman était un sommeil léger. Il a senti la douleur de son enfant. Donc le fait de mettre la main, de faire ce petit câlin, a mis l'enfant dans son état calme et équilibré. Ce lui a donné une confiance. Quand est-ce que le narrateur a-t-il eu conscience de la sévérité du monde? Donc bien sûr, chacun de nous, lorsqu'on revient nous-mêmes au passé, on voit dans un moment précis, notre conscience a pris forme, on a commencé à comprendre certaines choses. Donc le narrateur se voit mature. La sévérité, ou bien la sévérité du monde, a déjà eu une conscience, c'est à l'âge de 6 ans. Donc l'enfant à 6 ans déjà se voit dans maturé, c'est quelqu'un qui dépasse son âge. L'enfant narrateur était un enfant qui a 6 ans, mais il était conscient, il sait tout ce qui se passe autour de lui. Donc par quels moyens les élèves étaient-ils punis? Donc bien sûr dans ce passage, le narrateur nous a montré un moyen très utilisé à l'époque, à savoir le bâton et la baguette de cognacier. Donc c'était des coups durs sur la main ou bien sur la plante des pieds. De quel jour s'agit-il? Bien sûr, donc vous avez compris que c'est le jour de la récitation. Donc le narrateur dans le chapitre 2 nous a évoqué un moment très intéressant dans le panel des souvenirs qui essaie d'expliquer la question qu'il a déjà dit dans l'incipit. On a déjà vu qu'il a utilisé une litote pour dire « ma solitude ne date pas d'hier » et que ce retour en arrière pour voir les souvenirs majeurs et les souvenirs capitaux qui ont marqué malheureusement d'une manière négative sa personnalité. Et c'est pour ça qu'on nous donne une idée générale sur ces souvenirs, parce que si on lit la boîte à Marion, on ne peut pas comprendre, parce qu'il n'y a pas une logique claire, mais on a des événements qui concourent vers la réponse, une seule réponse. Voilà, les souvenirs sont présentés et qui ont marqué négativement la personnalité du narrateur qui est devenu quelqu'un solitaire et seul. Donc vous voyez que la dernière question, le narrateur a-t-il réussi cette épreuve? Donc bien sûr, c'est une question qui nécessite un peu de réflexion parce qu'il n'a pas mentionné ça, mais le fait que le frère lui a dit d'aller à midi, de revenir chez lui, donc ça montre qu'il a réussi cette épreuve. Et aussi, on va voir ça dans d'autres chapitres où le narrateur était très intelligent, surtout dans la saison d'été. Il était très intelligent, il a commencé à mémoriser beaucoup de choses. Le jour de la récitation.
Donc le narrateur se rappelle les journées passées à l'école coranique sous le regard sévère du frère. Ce dernier, image de l'enseignement traditionnel, ne tolère pas les paresses des élèves le jour de la récitation. L'évocation de ce souvenir est illustrée par l'emploi fréquent du lexique de la terreur et de l'appréhension. Passons maintenant au deuxième axe. Donc l'impact du passé sur le présent. Bien sûr, la boîte à merveilles est un récit qui met en œuvre deux moments d'énonciation. Et ces deux moments, c'est un souvenir ancré dans le fort intérieur du narrateur et un commentaire d'un narrateur adulte qui explique, qui essaie d'éplucher le souvenir et de l'expliquer avec un regard de quelqu'un qui est majeur. Donc, regardons cet énoncé. Le mardi, journée faste pour les élèves du MSID, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de sang. Donc, vous voyez ici, donc on a déjà vu dans l'énonciation, déjà le verbe laisser, il est conjugué au présent. On a les marques de l'énonciation du narrateur, donc le narrateur marque avec ses indicateurs, il est présent dans son texte, en énoncé, et cela nous mène de dire que, puisque le verbe laisser et le verbe être sont au présent, donc c'est le moment de l'énonciation, c'est le moment qui correspond à la date de l'écriture. Allez, récapitulons par ce schéma. On va voir que le moment de l'énonciation, c'est 1952, puisque le texte c'est un texte à caractère autobiographique, et le moment de l'action, c'est 1952. Donc la même chose, c'est comme on est face ici au même personnage qui parle et qui commente. Donc c'est un commentaire de quelqu'un, du narrateur, à l'âge de 1952, d'accord? Et bien sûr, il emploie ici des énoncés ancrés, c'est le système du discours. Deuxième élément, l'impact du passé sur le présent. On va voir l'énoncé suivant. À l'heure du déjeuner, le maître me fit signe de partir. J'accrochais ma planchette, j'enfilais mes babouches qui m'attendaient à la porte du MSID et je traversais la rue. Donc déjà, les verbes sont conjugués au passé simple, ça saute aux yeux. Et déjà, le passé simple, c'est un temps de distance. C'est un temps qui montre qu'il y a un décalage entre le moment de l'énonciation et le moment de l'action. C'est pour cela, on est dans le souvenir ici, on est dans le passé. Récapitulons cela dans ce schéma. On va voir que le moment de l'énonciation, c'est 1952, alors que le moment de l'action, c'est 1921, puisque le narrateur est né en 1915 et il parle quand il avait 6 ans. Donc cela donne 1921, le moment de l'action. Donc l'emploi ici, on emploie des énoncés coupés, donc c'est le système du récit. Alors, l'impact du passé sur le présent. Alors, comment ces deux éléments textuels vont nous aider à comprendre l'alternance et l'utilisation des éléments, à savoir le présent et le passé, le discours et le récit. Donc, le narrateur procède à un examen réflexif de ses souvenirs. Son présent est marqué par des moments de malaise, d'où il restitue son passé pour le vérifier afin de le comprendre. Donc, cette corrélation s'effectue par le biais de la double énonciation, un souvenir coupé, mis en œuvre par un commentaire ancré. Donc, si vous avez bien compris que le narrateur, premièrement, épluche et cherche dans son fort intérieur le souvenir, il ne le raconte, après il commence à le commenter. Ou bien, il commence par un commentaire, il nous dit, voilà l'effet négatif que le souvenir que je vais vous raconter m'a fait dans mon fort intérieur, et il raconte le souvenir. Donc vous voyez ici qu'il y a un va-et-vient entre le moment de l'énonciation et le retour dans le passé. Tout cela dans le sens d'expliquer d'où vient, à savoir le complexe de la solitude et d'être seul. Donc, j'espère que le cours vous aidera à bien comprendre le texte et vous aidera aussi à continuer la lecture à la prochaine séance.